Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Et Mick n'est pas surpris que Verstappen ait fini par battre les records de son père, enfin le nombre de courses gagnées dans une saison, on va dire. Nous comparons une saison de 22 courses à d'autres qui en comptaient beaucoup moins. Le record est donc forcément tombé à jour. Le nombre de courses augmente chaque année, je suis donc certain que les choses seront une nouvelle fois différentes lorsqu'on aura atteint 24 épreuves. Alors ça dépend, parce que du coup il n'y aura peut-être pas une domination comme il y a eu cette saison par un pilote. Espérons, pour le bien de la F1. Alors que son avenir en F1 semble de plus en plus incertain, Schumacher est revenu sur la course très difficile de son équipe au Mexique, où il terminait 16ème juste devant son coéquipier Kevin Magnussen. C'était un week-end difficile, je ne sais pas si c'est dû aux températures, mais entre les EL3 et les qualifs, la performance était très différente, et c'est peut-être parce qu'il faisait 10 degrés de plus. Une fois que la piste s'est refroidie, la performance semblait jamais revenir, et c'était vraiment malheureux. Bon, bref, le reste on s'en fout. Voilà. Bah oui, du coup, forcément, les saisons sont plus longues. Maintenant, pour battre le ratio de victoires par rapport au nombre de courses, il faut qu'il gagne les deux dernières courses, Verstappen, Interlagos et Abu Dhabi. Donc ça va être intéressant à suivre, est-ce qu'il y arrivera? Bon bah, je dirais qu'il est bien parti pour, vu la voiture qu'il a, et en plus la Red Bull elle est super fiable maintenant, c'est incroyable. En plus d'être polyvalente sur tous les circuits, elle est super fiable quoi. C'est pas Ferrari qui va les inquiéter, surtout à Interlagos, à mon avis ils vont être encore en difficulté, à Abu Dhabi peut-être un peu moins, mais bon, à voir. Quant à Mercedes, c'est toujours l'interrogation, je pense qu'elle va bien marcher à Interlagos. Peut-être un peu moins à Abu Dhabi. Bon, on verra. Vous pensez qu'il peut battre ce ratio ou pas, vous? Ciao. Pourquoi Toto Wolff a porté un sweat Ricciardo à Mexico? J'ai donné à Georges un pull de ma collection et Toto m'a écrit ensuite pour me dire qu'il l'aimait beaucoup. Alors je lui ai dit, tu en auras un aussi, a expliqué Ricciardo. C'est magnifique. Wolff, qui discute actuellement avec Ricciardo pour lui confier le poste de réserviste l'année prochaine, s'est amusé de la situation. Je fais la promotion de son merchandising maintenant. Non, sérieusement, je l'aime vraiment. Ils ont aussi pris une photo de moi avec les lunettes de soleil idiotes et l'ont mise en ligne. Je m'attendais pas à ce que ça finisse sur internet ou sur les réseaux sociaux, parce que c'était probablement pas mon meilleur moment. Eh bien, voilà, ça sera ma miniature, désolé Toto, mais la miniature là va être folle. Donc voilà, est-ce à dire que du coup, il va recruter Daniel Ricciardo en tant que pilote de réserve chez Mercedes pour les prochaines années? Peut-être, vu que ils en ont plus finalement de pilote de réserve, il en faut. Donc ça sera soit Ricciardo, soit Mick Schumacher, je pense. Sachant que, du coup, Hülkenberg va signer en titulaire de façon quasi certaine chez Haas l'année prochaine. Affaire à suivre. Ciao, ciao. Alors, Button tacle encore Ricciardo. Il avait une meilleure décision à prendre. Je pense que la décision de Zach et de McLaren est la bonne. La plupart du temps, cette saison, Daniel n'a pas été dans le rythme de Lando. Et a même parfois été un peu en retrait. C'est donc la bonne décision pour l'équipe. Pour Daniel, c'est une situation délicate. Je suppose qu'il ne voulait pas descendre trop bas sur la grille et travailler avec une équipe qui est plus vers l'arrière, parce que c'est difficile pour un pilote venant d'une équipe qui gagne presque des courses à certains moments de savoir soudainement que vous vous battez seulement pour des points. C'est difficile, je pense, mais je pense que ça aurait été une meilleure décision pour lui. Entrer dans une équipe, travailler dur, montrer aux gens ce que vous pouvez faire dans une voiture qui vous convient peut-être un peu mieux. Et les gens oublieront ce qui s'est passé l'année précédente. Ouais, mais bon, au final, Haas, ça s'est pas fait. Et je pense de toute façon qu'il cherchait un pilote allemand en remplacement de Schumacher. Bon, alors c'est pas officiel, Hülkenberg chez Haas, mais bon, là, il y a plus trop de doutes, je pense que ça va être annoncé dans quelques semaines. Peut-être même avant le Brésil, au final. Ouais, donc il cherche un pilote allemand par rapport au sponsor One on One, l'hébergeur de site web, là, qui est allemand. Et donc, s'ils veulent le garder, je pense qu'il fallait un autre pilote allemand, du coup. À voir. Donc, je continue. Button craint qu'en tant que réserviste, Ricciardo n'ait plus le moyen de se faire remarquer, que ça marque la fin de sa carrière de titulaire. C'est le problème maintenant, les gens oublient à quel point Ricciardo est bon, parce qu'il a eu une année et demie ou 2 ans difficiles, mais il a le talent, et dans une voiture qui lui convient, il montrerait son talent, et il aurait l'opportunité de courir à nouveau dans une équipe de haut niveau. Mais restez sur la touche. Point d'interrogation. Les gens ne se souviennent de ce qui s'est passé l'année dernière. C'est une question délicate, j'ai vraiment du mal à le voir revenir dans une équipe compétitive après une année d'arrêt. De son côté, Hülkenberg pense que cette année, moins intense, fera du bien à Ricciardo. Je suis heureux pour lui, après ces années difficiles, il revive un moment meilleur. Je pense qu'après ces 2 années turbulentes, il sera content d'être à l'écart pendant un an et de pouvoir se reprendre. Le connaissant et voyant son langage corporel, je pense qu'il a besoin de s'éloigner de cette jungle qu'est la Formule 1. Alors, il va pas vraiment s'éloigner, vu qu'il va être pilote de réserve, normalement. Reste à savoir si ça sera chez Red Bull
ou Mercedes. Ça sera une des deux, de toute façon, a priori, voilà. Bon, de toute façon, Ricciardo, toujours le même problème. Il a fait une grosse course à Mexico, c'est vrai, bien aidé par la bonne stratégie. Mais bon, c'est vrai qu'il était là au rendez-vous. Après, malheureusement, cette course arrive trop tard, j'ai envie de dire, il aurait fallu en faire d'autres des comme ça, quasiment tout le temps en fait, cette saison. Et il aurait gardé son poste. Mais bon, là, ça n'a pas été le cas, malheureusement pour lui. Allez, ciao. Hamilton, les réseaux sociaux sont de plus en plus toxiques. Oui, effectivement. Je pense que les réseaux sociaux deviennent de plus en plus toxiques au fil des années. Je pense qu'on devrait probablement en sortir. La santé mentale est un sujet très important en ce moment. Je connais beaucoup de gens qui lisent leurs commentaires et les choses que les gens disent, c'est blessant. Heureusement, je ne lis pas ce genre de choses, mais les plateformes sociales doivent absolument faire plus pour protéger les gens, en particulier les jeunes enfants et les femmes. Pour l'instant, elles ne le font pas, donc je pense que ça va continuer. Le pire, c'est Twitter, de toute façon. Pérez est lui aussi d'accord après avoir également subi ce type de but en ligne. Il ne comprend pas ce qui pousse les gens à agresser les personnes célèbres. C'est une honte de voir comment ces gens peuvent se sentir comme ils se sentent. Vous êtes un personnage public et ils pensent qu'ils peuvent vous insulter votre famille et s'asseoir derrière un bureau. Ils ne comprennent pas que nous sommes aussi des êtres humains. Je pense que ça doit cesser. Évidemment, en tant que sport, nous devons être responsables de ce que nous postons par nous-mêmes. Nous avons tous beaucoup de fans, et il est donc très important que nous essayons de faire évoluer le sport dans le bon sens. Car la F1 est un grand sport et possède de grandes valeurs. Mais elle doit faire beaucoup plus à cet égard. Et de manière générale, le monde des réseaux sociaux devient beaucoup trop toxique. Bah oui, mais bon, après voilà, c'est comme ça, que voulez-vous. Les gens, ils vont pas changer parce qu'Hamilton et Perez ont dit que les réseaux sociaux étaient trop toxiques et qu'il faut que ça arrête, il faut que ça cesse. Malheureusement, ça continuera, je pense qu'il n'y a rien à y faire en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Toto Wolff. Hamilton sait qu'il a une durée de vie limitée en Formule 1. Ah bah oui, malheureusement, il ne va pas rouler jusqu'à 50 ans. Évidemment. Il est totalement mature et conscient d'où il en est dans sa carrière, il ne se laisse pas guider par ses émotions, comme je l'ai vu, avec des sportifs qui pensent que ça peut durer éternellement, qui essaient de s'y accrocher. Lewis est rationnel et intelligent à ce sujet. Il dit que j'ai une durée de vie illimitée en tant que pilote de course. Lewis sait qu'un jour il sera plus le meilleur. Ce n'est pas encore arrivé, on en a parlé. Je pense qu'il a encore quelques bonnes années devant lui, et il sera le premier à dire qu'il ne pense pas pouvoir rivaliser qu'un jeune de 24 ans, qui est aussi bon que lui ou même proche de ce qu'il était. Et c'est simplement comme ça que ça se passe. Wolff pense toutefois qu'Hamilton va devoir se réinventer pour continuer à rouler au plus haut niveau. J'ai aucun doute sur le fait qu'Hamilton n'est pas seulement le plus grand pilote de course avec Schumacher, d'une certaine manière, mais il aura aussi du succès à sa manière, dans une deuxième ou troisième carrière en se réinventant. Déjà l'avantage c'est qu'il va pas faire une pause dans sa carrière comme a fait Schumacher, et je pense qu'au final Schumacher ça lui a fait un peu de mal de faire une pause. C'est pour ça qu'il n'était pas non plus à son meilleur niveau quand il est revenu, quoi. Il avait perdu. L'Autrichien est toujours aussi heureux de sa relation avec son pilote. Nous avons grandi ensemble au cours des 8 dernières années et mon apprentissage a été de lui fournir le meilleur cadre possible pour qu'il soit performant. Ça pourrait aussi être différent de ce que d'autres personnes percevraient comme une relation entre le patron de l'équipe et son pilote. Il est vraiment très intelligent et aussi socialement intelligent. J'ai évidemment eu affaire à lui sur nos accords 3 ou 4 fois maintenant. C'est un très bon partenaire. Donc voilà, négociations qui vont commencer pour le prochain contrat. On a hâte de savoir. Ciao. Van Dorn devient réserviste chez Aston Martin. What? Alors ça, j'avais pas vu venir. Il va refaire équipe avec Alonso, comme un bon vieux temps chez McLaren. Magnifique. Il partagera ce rôle donc avec Felipe Drugovich, que l'équipe accompagne au sein de sa toute nouvelle académie. C'est incroyablement excitant de se lancer dans un rôle de pilote de réserve en F1. Je suis ravi de le faire avec Aston Martin. J'ai observé avec beaucoup d'intérêt la façon dont l'équipe s'est développée et s'est étendue sur le plan opérationnel. Je sais à quel point elle est incroyablement déterminée à progresser dans tous les domaines, rejoindre Fernando, que je connais déjà de par ma carrière en F1, et Lens pour les aider à développer et améliorer la voiture l'année prochaine sur un travail formidable. Mike Crack s'est félicité de son recrutement. Stoffel a toutes les capacités dont nous avons besoin pour ce nouveau rôle élargi au sein de l'équipe. Il est rapide, analytique, travailleur et il joue pour l'équipe. Il s'intégrera parfaitement dans notre organisation en pleine croissance aux côtés de notre autre pilote d'essai, Drugovich. Toute l'équipe est extrêmement motivée pour l'année prochaine. La nomination de Stoffel aux côtés de Fernando, Lens et Felipe donne une profondeur supplémentaire à notre fantastique gamme de pilotes. Ce sera un rôle important pour Stoffel et nous compterons sur lui pour travailler dur avec nos équipes de piste, simulation et d'ingénierie, afin d'améliorer nos perfs pour 2023 et au-delà. Alors c'est peut-être sur les conseils d'Alonso, vu qu'ils ont déjà fait équipe, et il s'est dit vas-y Stoffel, on a à peu près les mêmes réglages, prenez-le dans le simulateur, j'aimais bien travailler avec lui, j'aimais bien être favorisé par rapport à lui aussi chez McLaren, il faut le dire. Bon après voilà, tant mieux pour Stoffel après. Donc il va aussi faire de la Formule 1 chez DS avec Verne en équipier, pour info. Je vous laisse commenter.
Ricciardo, être hors d'une F1 en 2023 aidera sur ses perspectives à venir. Ah bon? En quoi en fait? Parce que là, s'il se retrouve pilote de réserve chez Mercedes, c'est bouché pour après. En 2024, c'est bouché. S'il se retrouve pilote de réserve chez Red Bull, alors à moins qu'éventuellement il vire Perez. Ouais, peut-être qu'il pourrait virer Perez fin 2023 pour manque de résultats, mais bon. Là, il s'apprête à finir deuxième, a priori, de la saison. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de manque de résultats au final? Sauf si vraiment il se trouve en 2023. Il n'y a pas trop de place non plus dans le clan Red Bull, là. Moi qui est pas chez AlphaTauri, mais bon, je suis pas sûr de ça non plus, hein. Honnêtement, être troisième pilote, c'est là où j'ai ma tête maintenant. J'ai l'impression qu'un peu de temps loin d'un baquet de course me fera du bien, puis j'essaierai de construire quelque chose pour 2024. Disons que j'en ai pas fini avec la F1, mais ça aurait l'air un peu différent. Sans aucun doute, les 2 dernières années ont été difficiles, surtout quand vous y mettez beaucoup d'efforts et que ça ne vient pas. Ça peut déprimer. Je connais la valeur d'une pause estivale, s'éloigner vous donne une perspective différente, la façon dont les saisons s'enchaînent, c'est assez implacable. Vous n'avez pas vraiment de chance de vous reconstruire, tout le monde est différent, mais je crois vraiment que c'est une bénédiction déguisée. En faisant moins, j'obtiendrai plus. Ouais, bon, ça je suis pas sûr, on verra. Bon, vous pensez qu'il va revenir en 2024 lui ou pas du coup? Bye bye. Alors, on a demandé à Hamilton la réponse sur Twitter qu'il avait faite à Alonso, pourquoi il avait fait ça, etc., etc. Donc on rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, Alonso a dit que le fait qu'Hamilton ait dû se battre avec ses coéquipiers montrait qu'il avait une meilleure voiture. C'est la deuxième remarque désobligeante directement dirigée vers Hamilton après celle de Spa. En réponse, Hamilton a simplement tweeté une photo de lui et d'Alonso sur le podium, au Grand Prix des États-Unis 2007, lors duquel Hamilton avait gagné devant Alonso, alors qu'ils étaient tous les deux chez McLaren. Il est revenu sur la publication de cette photo expliquant que les raisons étaient sous-entendues. C'est juste un pouce levé. Je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire à ce sujet. Ça me fait un peu rire pour être honnête, mais j'essaie d'être vraiment respectueux au fil des ans. Cet été, Hamilton avait déclaré qu'Alonso était son équipier le plus rapide dans sa carrière. Il déplore qu'à l'inverse, l'Espagnol tente régulièrement de leur rabaisser ses accomplissements. Par exemple, lorsque vous m'avez demandé qui avait été le meilleur pilote pour moi, j'ai toujours essayé de lui faire des éloges. C'est vraiment intéressant de voir ces commentaires qui ont été faits. Mais ça n'a pas d'importance, c'est pourquoi j'ai mis ce pouce en l'air. Voilà, bon. Toujours une belle ambiance entre les deux, hein. En même temps, c'est Alonso qui cherche aussi les problèmes. Hamilton, il a jamais été dans les trash talk comme il fait Alonso avec lui, quoi. Enfin, je sais pas, c'est Alonso, quoi. Faut pas chercher, hein. Bon, je vous laisse commenter. Mercedes, enfin, sera bonne lancée pour 2023, de très bons signes, mais Wolff reste sceptique pour le moment. Je suis jamais confiant quand il s'agit de prédire des victoires et des titres mondiaux. Je vois généralement le verre à moitié vide et non à moitié plein. Tout le monde me connaît pour ça. Il n'y a aucune raison d'être trop enthousiaste par les développements de ces dernières semaines, même s'ils sont positifs pour nous. Nous avons encore beaucoup de rattrapage à faire, et heureusement, nous avons tout l'hiver pour le faire. C'est encourageant, Austin, Mexico, mais nous savons que nous avons du retard. On peut se demander si nous pourrons à nouveau avoir une avancée l'année prochaine et si nous nous battrons pour le titre. Pour l'instant, je suis sur la deuxième hypothèse, tant que j'ai pas vu la F1 2023 en piste. Wolff ne croit pas non plus que la Mercedes décrochera sa première victoire de la saison au Brésil ou à Abu Dhabi. La réponse à la question de savoir s'il préférait une victoire ou une deuxième place au championnat, les constructeurs le démontrent. Sans hésitation, je préfère la victoire. Pourquoi? Une victoire prouverait que notre voiture peut à nouveau gagner des courses. La deuxième place au championnat constructeur pourrait tout aussi bien signifier que d'autres ont fait des erreurs et qu'on en a profité. Ouais, c'est pas faux ça en plus, parce que Ferrari a fait beaucoup d'erreurs et Mercedes en a souvent profité. Et est-ce qu'il vaut pas mieux finir troisième pour avoir plus de pourcentage de soufflerie au final? Moi je dis oui, hein. Je dis oui. Bref, en tout cas il est pas très positif, Wolff. Bon, après, il est de nature assez pessimiste, lui, j'ai l'impression. Mais vaut mieux ça qu'un mec trop optimiste qui se voit gagner tout l'année prochaine, hein. Donc, je préfère cette mentalité-là. Il a raison d'être prudent, parce qu'ils reviennent de loin, quand même. Allez, ciao. Vettel met au défi Verstappen pour que le record soit incontestable, gagner les 2 dernières courses de la saison. Bravo à lui, je pense qu'il a une saison d'enfer, alors que j'espère qu'il continuera à obtenir, et obtiendra 16 victoires d'ici la fin de l'année. Car autre chose serait une déception. S'il veut le record incontestable. C'est super pour Red Bull et je connais encore des gens là-bas, je suis vraiment content pour eux. De toute évidence, ils ont un bel élan depuis l'année dernière et la voiture de cette année est incroyable. Ils ont gagné des courses alors qu'ils étaient plus lourds que n'importe qui d'autre et je pense que maintenant ils sont enfin au poids. Donc la voiture est bien mais Max fait aussi un travail incroyable. Merci Sébastien. Donc on rappelle, Verstappen a réussi à signer une 14e victoire au Mexique en 20 courses, mais avec les calendriers de plus en plus longs pour battre les records en termes de pourcentage de ratio donc, le néerlandais devrait aussi s'imposer à Interlagos et à Abu Dhabi. Ouais, moi j'ai qu'une envie, c'est que cette saison se termine en fait, parce que là c'est une hégémonie de Verstappen depuis la rentrée. C'est vraiment infernal. Même Mercedes, ils n'ont pas dominé à ce point-là à l'époque quand même, hein. La preuve, il va battre le record de victoire en une saison. Donc, alors vous me direz si en 2016 Mercedes a éclaté tout le monde. Sauf que
Les victoires étaient partagées entre Rosberg et Hamilton. Et c'était plus serré du coup. Il y avait une lutte. Même si c'était entre deux équipiers, il y avait une lutte. Désolé de le dire. Hein. Il y aurait eu la même chose entre Perez et Verstappen, je dirais, ok, à la limite, bon, c'est plus intéressant. Mais c'est pas le cas. Là, c'est l'hégémonie d'un seul pilote, quoi. La domination vraiment infernale. C'est pas ce qu'on veut voir en F1 en tout cas. J'espère que l'année prochaine, ce sera pas le cas. Que ce soit Hamilton, Leclerc ou Verstappen, j'espère qu'aucun d'entre eux dominera. Comme ça a été le cas cette saison. Pour le spectacle, pour les fans. Allez, je vous laisse commenter. Alors, ça se précise pour le retour d'Hülkenberg en Formule 1. Incroyable mais vrai. Alors, Hülkenberg devrait bien remplacer Schumacher. Après, on aura la réaction d'Hülkenberg. Juste après cet article. Lorsqu'on lui a demandé ce que son patron Steiner avait dit à propos de l'incident, Schumacher a révélé, donc il parle des qualifs à Mexico, il a vu que j'étais rapide et il a dit que c'était bien dommage pour moi. Super. Ralf Schumacher admet que Mick est peu optimiste maintenant après avoir discuté avec son neveu samedi soir. À l'entendre, il n'y croit plus trop. Je dois convenir avec Mick qu'il a le rythme, mais de telles erreurs ne devraient pas se produire. Cela est arrivé à Hamilton, mais ça ne devrait pas être une excuse. C'est un processus d'apprentissage et il doit apprendre rapidement. Il était dans un monde différent de celui de son équipier. Cela rend moins difficile pour l'équipe de prendre une décision. L'équipe comptait sur lui, surtout avec son rythme. Je crains que ce ne soit la fin de ce côté. On dirait qu'il le soutient plus trop, Ralph, pour le coup. Il a changé un peu de discours. L'oncle Ralph. Nous prendrons une décision bientôt, confirme Steiner, mais rien n'est encore décidé à 100%. Nous ne faisons que passer en revue les derniers détails de ce que nous devons régler, puis nous prenons une décision. Une décision importante pour l'équipe, il y a suffisamment de choses sur lesquelles se concentrer pour s'améliorer. En effet, un autre problème pour A, c'est la fiabilité du moteur. Au milieu de rumeurs constantes selon lesquelles l'équipe pourrait envisager de s'éloigner de Ferrari. Et pour aller où? Pour aller avec quel motoriste? Sachant qu'ils ont des locaux à Maranello et tout, enfin non, ils sont trop liés à Ferrari, je pense que c'est pas possible là. C'est pas complètement hors de nos mains, parce que nous pouvons aller voir ailleurs, mais ce sera peut-être la pire décision pour nous. Bah oui, il y a toujours des avantages et des inconvénients à tout, et notre collaboration avec Ferrari est excellente dans un tas de domaines. Et oui, et oui, et oui. Alors du coup, la réaction de Glock et d'Hülkenberg surtout, vous devez regarder l'ensemble de la saison, déclare Timo Glock. Vous devez regarder le développement, il est en progression en ce moment. Il a une meilleure vitesse que son équipier, il a fait moins d'erreurs ces derniers temps, on ne peut pas évaluer quelqu'un uniquement sur ses dernières courses. Donc là, il défend Mick. Et Hülkenberg, du coup, pour l'instant, je ne peux rien dire de précis. Au final, c'est pas moi qui prends la décision, les négociations sont en cours. Je suis relativement optimiste. Quant au progrès, il faut être patient avec ces décisions. Bon bah les gars, ça sent le duo Magnussen-Hülkenberg chez Haas l'année prochaine. Hein. Bon, Mick, je sais pas où il va aller. Malheureusement, ça sent la fin pour lui. Alors peut-être qu'il va essayer de rebondir en tant que pilote de réserve chez Mercedes. Pourquoi pas l'accueillir, ouais, effectivement, en pilote de réserve, simulateur, etc. Ça pourrait être une idée. Vu que a priori, il y a Ricciardo de dispo, à moins qu'il aille chez Red Bull en tant que pilote de réserve lui aussi. Donc je sais pas ce que ça va donner, hein, honnêtement là. Alors à moins que Mick aille chez Red Bull en pilote de réserve et que Ricciardo arrive chez Mercedes. Voilà, ça va être le transfert des pilotes de réserve maintenant qui va nous intéresser. Génial. Voilà, je vous laisse commenter. Alors un article sur un site italien. Donc on va voir ce que ça donne. Il parle de Mercedes, de Red Bull et de Ferrari. Voyons ce qu'ils disent. Verstappen a remporté le Grand Prix du Mexique, sinon sa 14e victoire. Mercedes sur la mauvaise stratégie. Nous sommes sur le mauvais pneu. Ça ok. Le hard était tout simplement le pire pneu de la course des 3 parcours au Mexique par Pirelli. Des 3 parcours. Sur certaines équipes, la raison est d'être associée à une piste presque 10 degrés plus froide que vendredi. Le composé plus dur avait donc du mal à chauffer, et lorsqu'il s'est chauffé, il perdait rapidement de la température. En revanche, le soft avait tendance à générer du grain à l'avant. Cependant, grâce à un chauffage très soigneux et à une machine avec peu de glissement, il était encore possible de contenir le même avec un réservoir plein. Le médium était le meilleur pneu au début de course, sans grainage, grâce à une plus grande bande de roulement disponible et sans cette difficulté à se réchauffer et à maintenir la température. On a discuté du soft ce matin et nous sommes arrivés à la conclusion que ça pourrait être une alternative, mais nous ne pensions pas que ça durait aussi longtemps. Bon, ça ok. Alors, parlons de la directive, là, c'est ce qui m'intéresse dans cet article-là. À Austin, seul Hamilton a pu suivre la Ferrari de Leclerc. Au Mexique, les 2 flèches d'argent ont été nettement plus rapides que les 2 Ferrari. C'est plus probablement une question de piste qui nous convenait mieux et beaucoup moins à eux. Toto a déclaré ça donc. Donc il y a encore 40 points de retard sur Ferrari. Je pense que nous aurons une meilleure représentativité de ce qui va se passer après le Brésil. Je pense pas qu'il soit soudainement une demi-minute plus long que nous. Non, je pense pas non plus. Je pense que c'est dû au circuit, hein, que Ferrari a sous-performé, notamment en termes de gros motopropulseurs, puisqu'Interlagos c'est aussi un circuit à haute altitude, 700 mètres, et Ferrari devra encore limiter les performances de ses moteurs, quoique dans une bien moindre mesure que le Mexique. Moins 15 chevaux.
Depuis l'introduction de la directive technique 39, la W13 s'est approchée de très près de la F1 75, la dépassant lors des performances du dimanche en Hollande, à Austin et au Mexique, avec des points d'interrogation importants de Lewis Hamilton à la fois à Spa et à Singapour où les accidents ne sont pas manifestés. Oui, bah du coup, ils auraient fait une bonne perf, je pense, à Spa et à Singapour aussi, oui. Le rythme de course, toujours intéressant, du 7e champion du monde. Ah, la traduction est vraiment pétée, hein, franchement, c'est chaud. Bon, bref, on continue. Du côté de Mercedes, on estime que Red Bull a perdu 4 dixièmes de seconde à cause des limitations imposées par le DT39. Quoi non, c'est Ferrari, là, du coup. On estime que Ferrari a perdu 4 dixièmes de seconde à cause des limitations imposées par DT39, alors que Red Bull a perdu 1 dixième. Il s'avère que si dans le Grand Prix, avant cette directive, la W13 est en moyenne 6 dixièmes de Ferrari et de Red Bull, désormais Mercedes est souvent en deuxième force, à seulement 2 dixièmes de la RB18. Oui, comme quoi, au final, la directive, bon, ça a mis du temps à voir que ça fonctionne, mais je pense que ça a changé un peu la donne, surtout par rapport à Ferrari, en fait. Tout simplement. Nous avons gaspillé beaucoup de ressources pour comprendre la W13, pas seulement économique, pour essayer de comprendre pourquoi le concept SidePod 0 à l'usine était si rapide, mais pas sur la piste. Au départ, nous aurions dû fermer la compréhension de la W13 en mai en travaillant en plein régime sur la W14 complètement différente. Cependant, on a décidé de nous donner une juillet comme date limite car nous avions fait quelques pas en avant avec les premiers packages de mise à jour, bien qu'encore très petits par rapport aux attentes. Mais nous avons pris un gros risque, car si nous ne trouvions pas les réponses que nous cherchions, on devait commencer à travailler sur la W14 en septembre, sans base solide sur laquelle commencer. Putain, oui. Entre mai et juillet, nous avons trouvé la plupart des réponses que nous cherchions, ça nous a permis de ne jamais abandonner la W13. Eh ben, c'était chaud, hein. Imaginez, ils auraient pas compris la voiture, c'était la merde pour 2023 aussi, du coup. Bon bref, on a compris l'idée. Donc à retenir, en gros, Ferrari aurait perdu 4 dixièmes par rapport à l'avant directive et à l'après, et Red Bull 1 dixième à peu près, ça les a pas beaucoup touchés eux, mais plus Ferrari, bon. Et plus avec les Evo, qui fait qu'au final Mercedes est revenu devant Ferrari en termes de performance en course du moins, et je pense qu'ils seront encore devant Ferrari au Brésil, hein, parce qu'il y a quand même une petite altitude, même si ça sera beaucoup moins qu'au Mexique, je pense qu'ils seront devant quand même. Bon bref. Toujours est-il que le problème principal reste Red Bull, n'est-ce pas? Allez, ciao.